c'est à la fuite d'un animal sauvage. C'est à la gangrène d'un corps retrouvé par terre, mort, lacéré. C'est à la fuite d'un animal sauvage. Ses yeux rouges reflétèrent dans la forêt un écho qui ne cessèrent de rugir, tels ses dents lacérées qui avaient lacéré le cou et le corps de ce mort par terre. Ce mort par terre, telle la gangrène d'un corps qui avait été laissé par terre, dans le froid, sur les feuilles, par terre au sol. La gangrène de ce corps resserrèrent les étreintes de Scott, de Derek et de tous les autres, ainsi que de Liam, ainsi que de Théo, ainsi que de Liam, qui resserrèrent les étreintes de leur meute. Tout autour des bois de Beacon Hills se trouvait la police, qui vint à arriver à 4 heures. La police qui vint à arriver à 4 heures resserrèrent leurs étreintes elles aussi, tout comme Scott, Derek, Théo, Liam et tous les autres qui resserrèrent leurs étreintes. Ils resserrèrent leurs étreintes, telles que celles de leur meute, ainsi que celles du lycée. Tout autour du lycée, entouré de voitures de police, mais c'est à cet instant-là qu'on put remarquer que les étreintes des meutes avaient été resserrées. Une bête féroce aux yeux rouges avait été lâchée dans la forêt. Cette bête féroce aux yeux rouges, aux crocs acérés, qui laissèrent derrière elle un écho. Cet écho qui, plus qu'autre chose, laissèrent derrière elle un silence des plus dévastateurs, faisant ravage dans la forêt et apprenant aux chimères qu'un massacre s'était passé. Ce silence dévastateur qui apprenait aux chimères qu'un massacre s'était passé. Ce silence dévastateur, laissé derrière Scott, laissé derrière sa meute, qui resserrèrent ses étreintes. Un meurtre dans la forêt, d'où la police qui vint à arriver à 4 heures. D'où la police qui vint à arriver à 4 heures. Les suspects qui ont été interrogés. À présent, la police est sur les lieux. Cloué au sol, un cadavre. Cloué au sol, ce même cadavre, ce même regard qui regardait la police. Le shérif et le père de Styles se trouvaient en face de ce cadavre, cloué au sol, le sang qui percutait le sol, les feuilles mortes colorées d'un sang rouge et intense, ce regard perçant et froid, avec un voile opaque sur les iris et la pupille. Par terre, ce cadavre, d'où la police qui vint à arriver à 4 heures. Eh bien, 4 heures plus tard, le shérif interrogea les suspects. Certains n'avaient aucun alibi, certains ne correspondaient pas. Tout ce que l'on savait, c'est que le lycée de Beacon Hills vint à être entouré par la police lui-même, tandis que les étreintes d'émeute avec Scott, avec Derek, avec Liam, avec Théo et avec tous les autres, ainsi qu'avec Isaac, avec Théo, avec Scott, avec Liam, avec tous les autres, Derek, Scott, Liam, ainsi que même Allison, avec son arc, l'archer de la meute. Allison, l'archer de la meute, celle qui lance les flèches et celle qui tient son arc. Une arbalète à la main, un arc dans l'autre, accroché dans son dos, des flèches qu'elle dégainait les unes après les autres. Théo, Scott, Liam et encore Derek resserrèrent leurs étreintes, faisaient face aux ennemis, tandis que la police entourait et fouillait les casiers de tous les élèves dans le lycée de Beacon Hills, tandis que la police vint à chercher les suspects les plus plausibles. La police vint à chercher les suspects les plus plausibles. Dans chaque recoin du lycée, ils fouillèrent tous les casiers, ce qui pouvait avoir un rapport avec ce mort qui avait été cloué par terre. Ce mort qui avait été cloué par terre avait été mis à sang et à feu. Cet homme qui avait été cloué par terre, mis à feu et à sang. Son corps était cloué par terre. Dans toutes circonstances, cette bête furax qui avait disparu pendant la nuit était coupable de ce qu'il s'était passé. Ses yeux rouges laissèrent un écho derrière elle, qui fit appel aux chimères, qui elle-même vint alors à se mêler des affaires de la police. Les chimères qui vinrent alors à se mêler des affaires de la police,
transformèrent alors cette affaire en un vrai casse-tête. Les chimères venaient à se mêler aux affaires de la police. La police venait à se mêler aux affaires de l'école, l'école qui elle-même enfermait à l'intérieur Styles, Malia, Liam, qui lui était dans la forêt, mais à l'intérieur du lycée, Kira, Styles, Lydia, et bien d'autres étaient enfermés à l'intérieur. Bien d'autres, tels que Lydia, tels que Kira, tels que Malia et Styles, étaient enfermés à l'intérieur du lycée. Nous recherchons des coupables, des suspects, ou encore même des preuves concernant cet homme qui a été cloué par terre, lacéré et tué. On s'était acharné sur cet homme. On s'était acharné sur cet homme. Pourquoi? Pourquoi nous étions si faibles par rapport au fait que cet homme avait été tué violemment? Pourquoi nous étions si faibles par rapport au fait que cet homme a été tué si violemment? Son corps avait été laissé tout près de Beacon Hills, dans les bois, près de la forêt. Près de la forêt, dans les abîmes de la forêt, au plus profond, au fin fond de la forêt, avait été laissé le corps de cet homme qui avait été cloué par terre. C'est cela qu'on pensait, être si faible, et que dans un silence dévastateur, derrière nous, un écho, laissé par 2 yeux rouges, des crocs acérés, et un rugissement qui fit alors écho dans toute la forêt, laissèrent derrière elle un silence dévastateur, qui rapprocha de plus en plus les chimères, qui elles-mêmes se rapprochèrent de plus en plus du meurtre. Une alliance était formée entre les chimères et entre les loups. Une enquête était lancée, un silence dévastateur résonnait en écho dans la forêt. C'est autour de la forêt de Beacon Hills, du lycée de Beacon Hills, ainsi que de la High School Academy. C'est autour de cette forêt, la forêt de Beacon Hills, la High School Academy, le lycée de Beacon Hills, ainsi que même l'hôpital et même la forêt. L'asile psychiatrique, l'asilium, dans lequel s'était trouvée Lydia. L'asilium dans lequel s'était trouvée Lydia. Eh bien, Ekenhouse, elle-même, avait un reflet sur tout ce qui passe. Elle-même, Ekenhouse, Lydia qui avait été enfermée pendant tellement longtemps par les médecins de l'horreur à l'intérieur de Ekenhouse, elle-même cette grande bâtisse qui renfermait des fous et des couloirs interminables, des portes et des secrets, avait un écho et avait une vue imprenable sur la forêt. Elle savait le moindre secret, décimé entre les arbres, entre l'obscurité et entre le fin fond de cette forêt. Un meurtre avait été commis. La fuite d'une bête sauvage, ses yeux rouges qui laissèrent derrière elle une étreinte qui resserrèrent les groupes. Une étreinte qui derrière elle resserrèrent les groupes, les meutes, ainsi que celles de Scott et de Derek. Les étreintes, ainsi qu'un corps qui avait été cloué par terre. Ce soir-là, à l'école avait été encerclée, oui. Mais à minuit, Styles et Lydia, Malia, Liam, Scott et tous les autres revenèrent encore une fois au lycée, car ce soir-là, un bal avait été organisé. Un bal, une soirée, une sorte de soirée dansante avait été organisée. Ce soir-là, ce même soir, après les meurtres horribles de cet homme qui avait été cloué par terre, baignant dans son propre sang, et bien juste après. La soirée vint à son comble, il était minuit pile. L'homme qui avait été cloué par terre avait été retrouvé mort. Emmené à la morgue, c'est alors que Melissa, la mère de Scott McCall, vient alors à faire une autopsie de ce même corps. La mère de Scott McCall, Melissa, vint à faire l'autopsie du même corps. Elle devait rendre un rapport pour le jour suivant, et c'est alors qu'au lycée de Beacon Hills, au même temps, au même quart d'heure, à la même heure et à l'instant précis où la fête battait son plein, Melissa McCall, mère de Scott,
mère de Scott McCall, était en train de regarder ce qui s'était réellement passé, ce qui s'était réellement produit, ce qui s'était passé sur ce corps qui avait été cloué par terre. Eh bien, Scott lui-même resserrèrent les étreintes de ses troupes, de sa meute, de son groupe. Ils resserrèrent les étreintes de sa meute. Et tel le sang qui avait été versé pendant si longtemps, un mort avait été retrouvé dans la forêt. Les étreintes étaient resserrées. Derek était à côté de Scott. Scott était à côté de Liam. Car Liam était le seul à devoir obéir à Scott. Scott était le seul à devoir obéir à Derek, et dans l'ordre qu'ils avaient choisi. Derek était l'un des premiers leaders. Scott était l'alpha. Mais d'un certain côté, lorsque Derek prenait la puissance et les devants, Scott se devait de lui obéir. Seulement Liam, lui, en toute dernière position, se devait d'obéir à Scott et à Derek, qui à eux deux, resserrèrent les étreintes de leur meute. Ils n'avaient toujours pas confiance en Théo, ni Derek, ni Liam, ni Scott. Scott encore moins, et Styles encore moins. Personne n'avait encore confiance en Théo. Mais malgré cela, il avait été accepté. Il avait été accepté dans la meute. Malgré cela, Scott avait été accepté dans la meute. Scott avait été accepté dans la meute depuis bien longtemps, car il en était l'alpha. Derek avait été accepté dans la meute, car il en était l'alpha lui aussi. Mais Scott se devait de surveiller Liam, avec beaucoup d'attention, car Liam était le loup-garou, le loup qu'il formait. Et pendant ce temps, pendant que Scott formait Liam à devenir un loup-garou, un vrai Oméga, eh bien Derek reprenait les devants, reprenait les rênes, et faisait en sorte de resserrer les étreintes de la meute. Ce soir-là, le corps avait été autopsié par Melissa McCall, qui était à l'hôpital, juste à côté de la décharge électrique. Eh bien, le corps avait été autopsié. Une croc énorme, blanche, et sans aucune goutte de sang avait été retrouvée dans le cou et dans la nuque de cet homme. Des lacérations de griffes déchirant les tissus musculaires ainsi que la peau avaient été retrouvées. Cela était tellement malsain que Melissa dut sortir pendant 1 minute pour respirer à l'extérieur de la salle d'autopsie. Cela était tellement malsain. Les tissus musculaires déchirés, une dent, une canine et une croc acérées, sans aucune goutte de sang alors que le cadavre a été retrouvé dans la forêt, juste en face des Canoes, baignant dans son sang, cloué par terre. Melissa a dû sortir de la salle. Elle a dû sortir de la salle d'autopsie, sachant que son propre fils, Scott McCall, était occupé de resserrer les étreintes de sa meute. Allant chercher Liam, allant chercher Scott qui partait chercher Derek qui partait chercher Scott, se rejoignirent dans la forêt. C'est alors que, peu de temps après, Scott avait été chercher Styles, Styles avait été chercher Malia, Malia avait couru et été chercher. Malia avait couru dans la forêt et avait été chercher Lydia. Lydia et Malia courèrent toutes les deux dans la forêt et avaient été chercher Allison. Allison, qui sortait de sa maison, tout en prenant ses flèches et son arc, les rejoignirent dans la forêt. La meute était au complet. Styles, Scott et Derek, les 3 principaux, les 2 alphas et Styles, étaient dans la forêt, attendant impatiemment Théo, la seule chimère du groupe, auquel encore personne n'avait confiance en lui. Seulement la confiance allait être gagnée s'il se battait à ses côtés. La confiance allait être gagnée seulement si Scott acceptait que Théo se batte à ses côtés.
Il vint alors à accepter que Théo se batte à ses côtés pour pouvoir regagner sa confiance. Il en était la seule chimère du groupe. Pour le moment, Liam vint à arriver. Peu plus tard, Liam vint à arriver. C'est alors qu'on retrouva dans la forêt Scott, aux côtés de Derek, Derek aux côtés de Scott, ainsi que Styles aux côtés de Scott lui-même, et Malia aux côtés d'Allison, Allison aux côtés de Lydia. La meute était au complet. Il y avait Scott, l'alpha, il y avait Derek, il y avait Styles aux côtés de Scott, et il y avait Théo, la chimère. Ensuite, il y avait Allison, l'archer, et après Allison, il y avait la Banshee, Lydia, qui, elle, dans le froid, dans le silence, à l'endroit où l'on a retrouvé le corps cloué par terre dans son sang, juste devant la grille des Kenhouse, eh bien Lydia fermèrent les yeux, juste en face de Styles, se concentrèrent, mais ne sentaient rien, absolument rien. Rien que le silence, le froid, les ambulances et la police. Les ambulances et la police, les ambulances qui arrivèrent à Ekenhouse, qui repartèrent, la sirène de police, qui arrivèrent à un certain endroit, qui en face de l'école se posèrent et s'éteignèrent plus tard. Plus tard, les sirènes s'éteignèrent. C'est tout ce qu'elle entendait. Les sirènes de la police, les échos qu'il y avait dans le parking en face du lycée. Mais à la fête ce soir-là, les néons, les ampoules éclairées, la piscine qu'il y avait chez Lydia, dans sa propre maison, les ampoules éclairées, le bar avec l'alcool, les verres qui avaient été servis à tout le monde. Tout le monde tenait un verre, au moins un verre d'alcool. Mais c'est alors que, face à la piscine, ce soir-là, les lumières viennent à éclairer la piscine. La piscine qui elle-même était froide, reflètèrent la noirceur de la nuit. Cette piscine qui était froide reflètèrent la noirceur de la nuit. On se demandait si même les échos des chimères, le silence dévastateur, étaient à l'intérieur de l'eau. Mais ce soir-là, les tentes blanches qui renfermèrent en dessous les barres à alcool, Lydia, qui tenait dans sa main un verre, Styles à ses côtés qui essayait de lui parler, tant bien que mal avec un verre en main, Allison qui rigolèrent avec Scott. Allison qui rigolèrent avec Scott, qui lui montrait comment tirer et comment faire en sorte de tirer une flèche. Allison montrait à Scott comment tirer une flèche, comment jouer aux archers et comment lancer la flèche aussi loin qu'elle le pouvait. Elle lui montrait comment faire. De l'autre côté, tenant son verre, tout comme Styles, il y avait Lydia, qui lui racontait ce qu'elle voyait, ce qu'elle entendait lorsqu'elle était la Banshee, et qu'elle avait des visions ou des pensées qui lui passaient par la tête. Styles était tout en écoute. À côté, il y avait Liam qui était au bar avec son verre et qui n'avait pas nécessairement de choses à faire. Il regardait les autres, c'est tout. Un point, c'est tout. Il regardait les autres. De l'autre côté, nous avions la Banshee qui parlait. Nous avions la Banshee de l'autre côté, Lydia, pour être plus exact, il y avait la Banshee de l'autre côté qui parlait avec Styles. Pour être plus exact, il s'agissait de Lydia qui parlait à Styles et qui lui expliquait ce qu'elle voyait. De l'autre côté de la piscine, de l'autre côté de la noirceur du reflet de la nuit, dans l'eau, eh bien, de l'autre côté de la rive de cette piscine, dans le jardin de la maison de Lydia, il y avait Scott. Scott qui parlait à Allison, qui lui montrait comment jeter une flèche, comment tirer à l'arc. Il lui montrait. Et de l'autre côté, tout le monde rigolait, faisait la fête et tenait son gobelet. Rempli d'alcool, il faisait la fête. C'était la nuit, mais vint alors que le silence prit place dans la maison de Lydia. Tout le monde se demandait pourquoi tout s'était arrêté d'un coup,
et que le silence dévastateur avait pris place. Après avoir été mis sur le côté, c'est alors que Scott se tournèrent vers Lydia et lui dit alors, en retirant Lydia des yeux de Styles. Scott lui dit alors à Lydia, qui le regardait attentivement. Tout en écoute, Lydia elle-même restèrent figées. Scott, lui, dit alors à Lydia qu'ils allaient partir, qu'ils allaient regarder à la télévision, si jamais des images étaient passées, si le grand public avait pu voir les informations ou avait pu lire les journaux. À quoi allait-il s'attendre? C'est alors que d'un air suspect, Lydia dit alors à Scott qu'elle était d'accord que Scott et Allison partaient, plus vite que prévu mais qu'ils partaient. C'est alors qu'au domicile de Lydia, après avoir été mis sur le côté, Scott et Allison partis du domicile de Lydia, de sa maison. Scott suivit alors Allison, qui partèrent tout seuls de la maison de Lydia. C'est alors que Scott lui-même se mit alors à la suivre. Dans l'obscurité, ils atteignèrent enfin la chambre de Scott. Ils passèrent par la fenêtre sans faire de bruit. Mélissa, elle, était dans la cuisine. Mélissa était dans la cuisine. Elle regardait par la fenêtre s'il n'y avait rien. Dans l'obscurité, elle n'entendait que les bois. Les arbres et les branches frappaient les unes contre les autres. C'est alors que, arrivé chez Scott, dans sa chambre à son domicile, eh bien, Allison rentrèrent par la fenêtre. Il ne manquait plus qu'une seule chose maintenant. Trouver un moyen de faire en sorte que personne ne soit suspecté, qu'il n'y ait aucune preuve à découvert, et que le docteur qui a eu pour peine de devoir faire l'autopsie de ce corps n'y trouve pas d'indice. C'est alors que Scott répéta à Allison qu'il plaignait fortement le docteur ou le médecin qui avait dû faire l'autopsie. Mélissa, elle, sur le côté, dans la cuisine, un couteau en main, alors qu'elle était occupée, était en train d'écouter Allison et Scott, son fils. Mélissa déposèrent alors le couteau sur le côté. Elle se mit alors sur le côté de la porte. Le dos contre le mur, elle écoutait Allison et Scott parler. Scott, son propre fils, n'arrêtait pas de répéter qu'il plaignait la personne qui avait dû autopsier ce corps. C'est alors que Mélissa, à minuit pile, sortit de la cuisine, arriva dans la chambre de Scott, et dit alors à Scott, en le regardant dans les yeux, « C'est moi qui l'ai autopsié. » Scott regarda sa mère. Allison était assis sur son lit. Et Scott vint alors à demander à sa mère si elle n'a pas trouvé des choses suspectes dans son corps. Si elle n'a pas trouvé de choses suspectes dans son corps, ou si même l'odeur du sang ne lui paraissait pas bizarre, c'est alors que, en tant que docteur, en tant que médecin, elle lui a alors appliqué toutes les circonstances qu'il y avait. Elle a appliqué toutes les circonstances, tous les inconvénients, tout ce qu'il y avait à avoir autopsié ce corps. Elle lui a dit que l'odeur du corps était bizarre, spéciale, que l'odeur du sang et la couleur en étaient encore plus spéciales. Elle lui a dit peut-être qu'il s'agit d'une maladie liée au sang. Et elle lui a sorti tout le rapport qu'elle lui a ensuite donné. Elle lui a dit précisément qu'il s'agissait peut-être du sang, un sang spécial qui sortait de ses veines, mais qui n'était pas de la bonne couleur. Elle lui a dit précisément qu'il s'agissait d'un sang peut-être pas naturel, qu'il s'agissait d'un sang qui était en pleine putréfaction, mais qui était toujours en train de couler dans ses veines. C'est alors qu'elle lui montra, après l'avoir appelé au téléphone. Elle repartit à la maison et réarriva dans la chambre de son propre fils. Elle vit toujours Allison, assis sur le lit, dégainant son arc
et regardant ses flèches, elle dit alors à son fils, Scott, elle précisa, « J'ai trouvé une canine blanche dans son cou qui jonchait le haut de sa colonne vertébrale. C'était une dent blanche, acérée, sur laquelle il n'y avait aucune trace de sang, alors qu'elle était immergée dans son cou. Depuis tellement longtemps, aucune trace de sang. Elle l'avait retirée, elle l'avait mis sous scellé. Pendant un moment, la maison paraît ténébreuse et obscure. C'est alors que Mélissa donna cette dent à Scott, sous scellé, sur lequel il n'y avait aucune trace de sang. Ce sang qui paraissait pas humain, ce sang qui ne paraissait pas humain, coulait dans ses veines tout de même. Elle lui a alors donné dans un flacon un flacon qui contenait un capuchon rouge, pour bien savoir que c'était du sang. Elle lui a alors donné cet échantillon dans un flacon avec un capuchon rouge sur lequel il y avait un numéro d'immatriculation ainsi que la personne qui avait été autopsiée. Elle lui donna alors le flacon. Et par la suite, elle regarda Scott et elle lui dit « En aucun cas, tu ne dois appeler l'hôpital. En aucun cas, tu ne dois faire en sorte de partager ces infos avec quiconque. » C'est alors qu'en aucun cas Scott n'avait appelé l'hôpital, car plus tard, une fois, il savait que sa mère allait peut-être perdre son job s'il disait qu'il avait reçu des infos contradictoires. S'il disait qu'il avait reçu des infos contradictoires ou des infos qui pouvaient lui être utiles, eh bien, sa mère allait peut-être perdre son job. Et chez Scott, il y avait Allison qui attendait. Tout comme hier matin, à la fête chez Lydia. Hier matin, tout le monde est venu chez Scott, lui a demandé. Quand je parle de tout le monde, je parle évidemment de Malia. Je parle évidemment de Lydia elle-même et de Styles. Je parle évidemment de Styles, Malia et Lydia, qui sont à trois venus chez Scott. Il y avait Kira qui était déjà là, avec Allison. Scott avait ouvert la porte et ils avaient parlé à plusieurs dans la chambre. Dans sa chambre, ils avaient parlé à plusieurs. Certains étaient grimpés par les fenêtres, d'autres étaient passés par la porte tout simplement. C'est alors qu'ils lui montrèrent le numéro d'immatriculation qu'il y avait sur le capuchon. Ils ouvrirent le sang qu'ils versèrent dans une petite écuelle, et c'est ensuite que dans cette petite écuelle, cette petite assiette blanche, en métal, un métal blanc, eh bien cette petite assiette blanche en métal blanc qu'il y avait sur la table, ils posèrent le sang dedans, et Kira, avec la lumière qu'elle avait et qu'elle produisait grâce à son énergie, Kira, grâce à son énergie et grâce à la lumière qu'elle produisait entre ses mains, surgissaient des éclairs. Entre ses mains surgissaient des éclairs orange, blancs et lumineux, des éclairs de lueur, de l'électricité plus clairement. Le kitsune lui permettait de créer de la lumière, c'est alors qu'elle mit la lumière qu'elle créait. La lumière qu'elle créait grâce à ses mains, ces éclairs jaunes, orangeâtres et blancs qu'elle créait grâce à l'énergie du kitsune. Elle le mit alors par-dessus l'écuelle en fer blanc. Eh bien, elle regardait le sang, et le sang paraissait tout ce qu'il y a de plus pourri. Le sang paraissait tout ce qu'il y avait de plus pourri. Il n'était plus du sang humain. Il était pourri. Il sortait tout droit d'un corps qui avait été cloué par terre au sol, qui avait été laissé là pendant tellement longtemps. Ce corps qui avait été cloué au sol, il émanait l'odeur du sang. Je ne sais pas qui était cette personne qui avait été clouée au sol, expliquait Scott, mais on lui doit quand même de le venger. On lui doit de le venger, car il n'a attendu que ça. Je ne sais pas qui est cette personne, répéta-t-il, et c'est alors que Kira dit fermement, avec la lumière qu'elle faisait au-dessus du sang, elle lui dit que ce sang venait exactement d'un corps en putréfaction, que cela n'avait même plus l'odeur du sang. Scott répéta encore une fois pour que tout le monde entende bien, après avoir régénéré les forces de la meute,
Après avoir régénéré les forces de la meute, après s'être mis en groupe, après avoir parlé de ce qui s'est passé, Scott dit alors: « Je ne sais peut-être pas qui est cette personne, ou même encore moins qui il est, ou qui elle était, mais je sais une chose, c'est qu'on doit écouter ce qu'on a envie de faire, notre instinct, et que les secrets qui sont dissimulés dans la forêt. Il faut qu'on venge cette personne et que les soucis ou les problèmes dont nous avons abusé pour pouvoir... Les soucis, les secrets et les problèmes dont nous avons abusé pour pouvoir sauver des personnes. Aujourd'hui, la seule chose que je sais, c'est que même si cette personne, nous ne la connaissons pas, nous devons la venger et essayer de gagner ce combat. » Il était tard, encore très tard. Styles était le dernier à être resté. Chez Lydia, la fête battait son plein. Il y avait encore des gens, mais des gens que Styles ne connaissait pas. C'est alors qu'autour des tentes, qui étaient surélevées au bord de la piscine, des tentes blanches qui s'illuminaient à travers la noirceur de la forêt. À travers la noirceur de la forêt qui entourait la demeure de Lydia, eh bien ces tentes blanches s'illuminaient, comme s'il faisait déjà jour. Eh bien dans l'obscurité de la nuit, autour de la piscine qui était elle-même éclairée, se reflétait l'obscurité du ciel, le reflet de la pleine lune. Et chez Lydia, autour d'elle, autour de la piscine, chez elle, à l'intérieur autant qu'à l'extérieur, tout le monde s'engagèrent à la fête. Tout le monde était en train de danser, en train de boire, en train d'abuser de l'alcool et d'essayer de se lâcher après une si longue journée. Après une si longue journée et une si longue année, un si long trimestre à être passé en cours, à avoir passé sa journée dans les couloirs du lycée. Ce soir-là, les soucis étaient partis, les secrets dissimulés avaient disparu. Tout le monde ne se souciait plus de rien, ils étaient confiants et ils s'amusaient. Ils criaient, ils dansaient. Ils étaient seuls ou à plusieurs, ils étaient en groupe ou autour de la piscine, dissimulés à plusieurs ou tout seuls. Ils avaient tous un verre d'alcool en main, ils avaient été servis par Lydia, mais ils ne cessaient d'abuser, de danser, de chanter et de se laisser aller. Styles, lui, était en dessous d'une tente. Il attendait sagement Lydia qui était partie. Et puis la voilà qu'elle était revenue. Elle était revenue vers Styles. Et elle lui dit alors que c'était bien gentil d'être passé. C'est alors qu'elle lui dit que c'était bien gentil d'être passé, d'avoir invité Scott, d'avoir invité Lydia, d'avoir Lydia qui avait invité Scott, qui avait invité Kira, qui avait invité Malia et Allison. Elle disait à Styles, qui était en dessous, qui pour lui, cette soirée dans l'obscurité de la nuit, qui pour lui, autour de tout ça, autour de la cacophonie qu'il y avait autour de lui, le bruit de la musique, le son des cris, eh bien, autour de tout ça, il expliquait à Lydia que pour lui, ça ne faisait rien d'avoir emmené Scott jusqu'à sa maison, que ça ne faisait rien d'avoir emmené Scott, d'avoir emmené Derek, d'avoir emmené Allison et d'avoir emmené Kira jusqu'à chez Lydia, jusqu'à chez elle. Il lui disait que pour elle, il ferait toujours le meilleur pour Lydia, car il l'aimait bien. Il l'aimait plus que ça, il l'aimait depuis la maternelle. C'est alors que il fera toujours tout et rien pour Lydia. Il fera toujours tout et rien pour Lydia. Beaucoup plus tard, il lui a parlé. Il lui a parlé et soudainement une coupure de courant, beaucoup plus tard, est arrivée dans la maison de Lydia. Styles a remarqué tout de suite, très loin, très très loin, qu'il y avait l'odeur du sang, le goût du sang, qui arrivait de plus en plus proche. Il sentait quelque chose, et soudainement, se battant et s'acharnant les uns contre les autres, une meute de l'autre côté de Ekenhouse, une meute qui appartenait de l'autre côté de la forêt, est arrivée. Cette meute de loups qui appartenait à l'autre côté de la forêt, qui était tout près d'Ekenhouse dans le fin fond de l'obscurité, était en train d'arriver en courant, en rage, des cris
des cris de rage, des yeux bleus qui étaient condamnés à rester illuminés dans l'obscurité, avec la violence qu'il y avait autour d'eux, la violence conjugale du crime qui avait été commis juste devant le lycée. Cet homme qui avait été cloué par terre dans la forêt, qui avait été lacéré et qui avait été mis à sang et à feu. Cet homme qui avait été mis à sang et à feu par terre, par son propre tueur, ses lèvres gercées par terre, son regard qui regardait vers le haut, ses bras allongés par terre, son corps dissimulé, et le voile opaque qu'il y avait par-dessus ses iris et ses pupilles. La violence conjugale qu'il y avait envers ce meurtre était imprenable. C'est alors que plus tard Styles, grâce à l'odeur du sang qu'il sentait jusqu'ici, était condamné à apprendre qu'il y avait une meute qui approchait, une meute de loups qui était à l'opposé de là où ils étaient, à l'opposé de là où ils se trouvaient actuellement. Cette meute de loups qui était à l'opposé de là où ils se trouvaient actuellement arrivait de plein fouet, en courant de plein fouet, cette meute de loups arrivait. Il pouvait sentir jusqu'ici, en dessous de cette tente blanche illuminée par des ampoules elles-mêmes qui laissèrent des ampoules qui, autour de cette tente blanche au bord de la piscine de Lydia, qui elles-mêmes laissèrent un reflet illuminé et une étreinte de lumière qui ne cessèrent de s'augmenter et d'accroître tout autour de la maison de Lydia. Cette lumière qui était en train d'accroître, qui laissait une lumière imparable à celle de dehors. Eh bien, en dessous de cette tente, il y avait Styles, qui soudainement, lorsque la maison de Lydia fut ravagée par cette meute de loups qui rentrèrent à l'intérieur de la maison, qui se déchaînèrent contre les murs, qui se mit alors à laisser des traces de sang qu'ils avaient au bout de leurs pattes, leurs griffes qu'ils avaient sûrement traînées dans du gibier. Leurs griffes qu'ils avaient certainement traînées dans du gibier, recouvertes de boue et de sang, laissèrent des impacts et des traces sur les murs. Les murs étaient déchaînés, déchirés, ils n'étaient plus blancs et opaques comme ils l'étaient avant. Ils étaient déchaînés, déchirés, le papier peint était déchiré. Il y avait sur les murs blancs des traces de sang, il y avait sur le sol des traces de boue, il y avait des traces de pattes partout. À l'intérieur, cette meute de loups se déchaînèrent. Les traces de sang étaient appelées encore une fois sur les murs. La décoration de la chambre de Lydia était sans dessus-dessous. Il y avait donc sur les murs blancs, les murs roses et le papier peint qui avait été déchiré par les griffes, étaient alors rappelés à l'appel sur les murs blancs des traces de sang, des traces de boue et des traces de griffes. Leurs griffes avaient été traînées dans du gibier froid, sanglant, encore froid et sanglant, mort, ce gibier dans lequel avaient été traînées leurs pattes. Le sang était dissimulé partout sur les murs. La chambre de Lydia était renversée sans dessus-dessous. C'est alors que Styles s'accroupit en dessous du lit, tout en prenant Lydia par la main. Il se mit alors accroupi par terre. Il prit alors Lydia tout près d'elle, qui avait une forte respiration dans son cou. Styles se tourna vers Lydia et lui dit alors, en dessous du lit, en dessous d'un meuble, il lui dit alors « Reste là ». Il était alors parti voir la meute et la combattre. Derek était sorti de l'obscurité, Scott aussi, ainsi que Liam et Theo étaient tous sortis de l'obscurité. Dans la forêt, au plus profond de la forêt, ils combattaient. Scott, Liam, Derek et Styles, ainsi que même Theo, qui combattait pour rejoindre les forces et accroître et devenir plus puissant. Devenir plus puissant, accroître les forces de la meute, regagner leur confiance. Ils combattèrent à leur côté. Et c'est alors que Lydia, qui attendait sagement chez elle, la panique et la peur au ventre. Elle avait l'impression que son cœur se resserrait dans sa poitrine, que ses poumons étouffaient. La peur au ventre, elle attendait. Et Styles, lui, la panique et la peur au ventre, attendait le combat qui ne cessait d'arriver, de plus en plus. La fête avait été ravagée par les griffes, par les crocs acérés et par les rugissements. Le silence avait été laissé derrière.
Lydia avait embrassé Styles, car il l'avait sauvée. Pour Théo, cette sensation familière, cette manière de combattre pour combattre, accroître sur un terrain, lorsque ce même terrain s'arrête et que le silence prend place. Pour Théo, cette sensation familière de combattre, l'effroi qui était en train de s'accroître, c'est encore lorsque nous sommes sur le terrain, ce terrain de feu, de cendres et de sang, lui-même, presque rempli, presque vide, à l'heure et à l'instant, à ce moment précis où je vous parle, à l'instant où je vous parle, presque rempli par l'odeur du sang, presque submergé par la terre et par la boue, les empreintes de leurs griffes et de leurs pattes laissées derrière eux. Théo, lui-même, dans le calme, tranquille, était assis par terre. Théo, lui-même, dans le calme, était assis par terre, tranquille, derrière les herbes. Il regardait et il attendait. Il attendait pour pouvoir passer à l'attaque. On pouvait déjà sentir dans le sol ses griffes se resserrer, se serrant tellement les unes contre les autres que l'on pouvait entendre des lacérations, des bruits de lacération. Il serrait tellement ses griffes dans la terre qu'il en laissait une empreinte et du sang sur la paume de ses mains. Il partit alors au combat, mais cette sensation qu'il avait en lui, cette sensation d'effroi familière, cette manière de sentir que le terrain sur lequel il est en train de s'accroître, ce terrain sur lequel rien ne s'arrêtera jamais, eh bien c'est presque la même sensation que Lydia avait sentie trop peu de temps après. Trop peu de temps après, lorsque Styles était revenu à la fête chez Lydia, qui avait été ravagée par cette meute contraire. Cette meute contraire à la leur, cette meute qui avait ravagé la fête de Lydia, qui était rentrée à l'intérieur, de feu et de sang, de terre et de boue, qui avait laissé leur marque, qui avait marqué leur territoire. C'est alors que Lydia, qui avait attendu en dessous de son lit, couchée par terre, terrifiée, la peur au ventre, c'est alors que Styles, l'effroi qui les entourait, la peur au ventre, et presque terrifié, l'effroi qui entourait cette maison. Styles, de peur de perdre Lydia, se mit alors à côté de Lydia, en dessous du lit, et lui dit alors « Ferme les yeux ». Il lui demanda de fermer les yeux. Lydia ferma les yeux, et c'est alors que lui-même, Styles, ferma les yeux aussi. Il les réouvra après un quart de seconde. Ses yeux n'étaient plus normaux comme avant. Ils n'étaient plus bruns ou brun noisette comme on pouvait les voir à la lumière du jour, ou brun foncé lorsqu'on pouvait les voir le soir. Il réouvrit les yeux. Lydia avait les yeux fermés. Styles regardait pendant un instant Lydia, les yeux fermés. Il se demandait bien à quoi Lydia pouvait penser, ce qu'elle pouvait voir ou ressentir. C'est alors qu'il dit à Lydia « Tu peux ouvrir les yeux ». Styles, pendant un quart de seconde, avait fermé les yeux lui aussi. Ses yeux étaient de nouveau jaunes, jaune vif, tel un oméga. Tel un oméga, ses yeux étaient jaune vif. Il demanda alors à Lydia d'ouvrir ses yeux et de lui faire confiance. C'est alors que Lydia lui fit confiance et lui ouvrit les yeux. Elle respira un coup, et encore une fois, Styles pouvait sentir sa respiration forte. Il pouvait sentir sa respiration forte sur son torse et légèrement sur sa clavicule. C'est alors que Lydia ouvrit les yeux. Apeurée, elle se mit légèrement, à respirer beaucoup trop fort. Légèrement, elle se mit à respirer beaucoup trop fort. Sa respiration s'était arrêtée pendant un temps, mais Styles lui a dit, en gardant sa main sur sa bouche pour ne pas qu'elle crie et pour ne pas qu'elle hurle, en gardant sa main sur sa bouche pour ne pas qu'elle hurle ou pour ne pas qu'elle crie. C'est alors qu'il lui a dit « Garde ton calme, respire ». Lydia a respiré, a inspiré et a de nouveau expiré, a regardé les yeux de Styles et lui a passé sa main dans les cheveux.
lui passant sa main dans les cheveux, redescendant jusqu'à l'arcade sourcilière, regardant ses yeux et passant ses mains sur ses lèvres, ainsi que sur le côté de ses joues, il la regardait, Lydia la regardait, et il a tout simplement dit « Ouais, je suis un loup ». Lydia a demandé pourquoi est-ce qu'il avait gardé ce secret, pourquoi est-ce qu'il n'avait pas voulu le dire, et depuis quand est-il un loup? Il n'avait pas voulu le dire, car cela faisait depuis tellement peu longtemps. Lydia lui a demandé « Depuis quand ?» Elle a dit « Depuis que j'étais dans la... » Lydia avait demandé « Depuis quand ?» Styles a répondu « Depuis qu'il était dans la forêt, qu'il a vu la chair fraîche de cette femme allongée sur le sol, découpée en 2 morceaux, allongée sur le sol, clouée au sol. Eh bien, depuis ce jour-là où il a été dans la forêt, le premier jour de l'année où Scott s'est fait mordre, il a remarqué que peu de temps plus tard, un trimestre plus tard, il a remarqué que Styles réagissait de manière agressive, que cette manière de réagir chez Styles lui paraissait familière, et que des fois sa manière d'agir, qui était plutôt agressive, était en train d'accroître. Il en a conclu donc qu'il était peut-être un loup lui aussi. Un jour, dans les vestiaires des garçons, il a soulevé son t-shirt, il a enlevé son t-shirt, tout comme Scott qui en a fait de même pour mettre son équipement de lacrosse. Il en a remarqué que sur les côtes du côté gauche, il avait une morsure, alors que Scott, lui, sur ses côtes du côté droit, en avait une morsure. C'est alors qu'ils ont commencé un entraînement régulier. Et souvent, dans la forêt, ils s'enfermaient dans l'obscurité, dans les ténèbres, pour pouvoir apprendre à savoir voir dans la nuit, à savoir voir, à s'entraîner, à courir, à chasser, à courir, à laisser son territoire derrière soi, à marquer son territoire, laisser son territoire derrière soi, former une meute ou encore apprendre à courir, à voir dans le noir, à chasser des proies, à devenir le prédateur autant que la proie. Il fallait qu'il apprenne. Scott l'a alors emmené dans les plus profonds de la forêt, dans les profondeurs de la forêt les plus obscures, dans les endroits les plus obscurs et les plus terrifiants. C'est alors qu'il lui a appris à être le prédateur autant qu'à être la proie. Il lui a appris à être un loup, il lui a appris à voir dans le noir, à courir et à laisser son territoire derrière soi. Les frissons et la peur étaient tout autour d'eux. Cette sensation familière de déjà-vu, d'effroi, qui était en train de s'accroître tout autour du comportement de Styles, ce jour-là, avait laissé une marque bien ancrée dans son cœur. C'est alors que cette marque bien ancrée dans son cœur, il expliqua tout, mot pour mot, sensation pour sensation, qu'il lui paraissait familière ou non, l'effroi et la peur, l'angoisse qu'il avait laissée derrière lui. Il expliqua mot pour mot ce qu'il avait vécu avec Scott lorsqu'ils étaient dans les profonds de la forêt. C'est alors que Lydia se mit à voir tout autour d'elle, partout autour d'elle, elle se mit à voir des personnes qui n'arrêtaient pas de dire qu'ils étaient désolés. Ces personnes n'arrêtaient pas de dire qu'ils étaient désolés. Ils étaient tout autour de la piscine et étaient imposants. Ces personnes, qui étaient les membres de la fête, avaient une lacération au cou, étaient recouverts de sang, n'arrêtaient pas de s'avancer vers Lydia, qui elle-même se reculait vers la piscine. Elle n'arrêtait pas de dire, elle n'arrêtait pas de crier, de dire qu'elle ne voulait pas les voir, qu'elle ne voulait pas qu'ils s'approchent. Elle s'est alors tellement reculée qu'elle a commencé à crier sur le bord de la piscine. Son cri était tellement puissant qu'elle en a glissé dans la piscine en se reculant une dernière fois. En se reculant une dernière fois, elle a glissé dans la piscine. Son cri était tellement puissant et renversant que cela en a brisé les vitres. C'est alors que Lydia était tombée dans l'eau, tombée dans la piscine. Elle se releva après avoir touché le fond de la piscine. L'eau s'était figée comme si elle était dans un autre endroit, un autre lieu. Elle s'est retrouvée alors à l'intérieur du lycée, dans lequel elle entendait dans le couloir du lycée. Les casiers qui vibraient, les portes qui se refermaient et qui s'ouvraient. Et c'est alors qu'elle vit dans les casiers. Dans les casiers, elle vit et elle entendit le visage et le bruit d'un cri d'un patient de Heckenhaus. Dans les casiers, elle entendait les cris des patients de Heckenhaus, cette sensation familière de voir que quelqu'un était enfermé derrière une grille. Et bien dans les casiers,
Elle sentait cette sensation familière de quelqu'un qui était enfermé derrière une grille. L'effroi de savoir que ses peurs étaient en train de s'accroître. L'effroi de savoir que ses peurs étaient en train de s'accroître. L'effroi de savoir que cette sensation familière était en train de devenir plus forte. De savoir que certaines personnes étaient enfermées derrière une grille, dans l'obscurité et dans le noir des casiers. Elle ouvrait les portes, elle entendait un bruit et elle voyait un visage. Une personne était en train de courir une personne habillée en blanc. Une personne habillée en blanc, vêtue d'une chemise d'hôpital. Une chemise que l'on mettait aux fous pour pouvoir rester dans leur chambre. Ces personnes qui avaient une chemise blanche, qui étaient à Ekenhouse, étaient classées comme dangereux, comme incontrôlables et avec beaucoup d'antécédents. Ces personnes qui portaient une chemise blanche, qui voilait l'entièreté de leur corps, cette chemise blanche et opaque qui voilait l'entièreté de leur corps, elles ne connaissaient pas leur identité. Mais ce qu'elle savait, c'est que son séjour passé à Ekenhouse lui avait appris que ces personnes qui étaient vêtues d'une chemise blanche qui voilait leur corps étaient des personnes sous traitement haut et régulier. Ces personnes étaient vraiment très dangereuses et pouvaient parfois avoir des manifestations psychotiques ou encore de la psychose ou de la parano. Elle était partie à la recherche de cette personne vêtue d'une même chemise blanche. C'est alors qu'elle entendait les cris dans les couloirs. Elle savait qu'au-dessus d'elle, c'était la piscine et les profondeurs, et qu'au-dessus se déroulait la fête dans sa maison, mais l'eau s'était figée. Il n'y avait plus de courant, il n'y avait plus la sensation du froid, il n'y avait plus la sensation de l'extérieur, le bruit de la fête, les cris et les adolescents qui s'amusaient. On n'entendait plus la musique, on n'entendait plus les adolescents qui s'amusaient, le mouvement de leurs pieds sur la terre, les danses ou encore les cris, la musique, rien que le silence. Tout autour de Lydia, il y avait le noir du couloir dans lequel elle marchait pour rejoindre cette personne. Eh bien, elle continuait à marcher, encore et encore dans l'obscurité. C'était le calme, les fenêtres étaient ouvertes, elle avait essayé de sortir. Lorsqu'elle a essayé de sortir par une fenêtre, c'était comme dans un labyrinthe. Elle se retrouvait encore une fois au même endroit où elle est arrivée lorsqu'elle est tombée dans la piscine. Styles lui-même avait plongé dans la piscine, car il ne voulait jamais oublier Lydia quelque part. Il avait plongé dans la piscine, il ne voulait jamais oublier Lydia quelque part. Il la retrouva alors dans le couloir du lycée, trempée, mais Lydia était dans le couloir. Il l'a ramenée à la surface, passant par la fenêtre. Il l'a grimpée jusqu'à la surface, nagé jusqu'au bout de la piscine. Il l'a posée sur le côté. Lydia a hurlé, et la nuit était noire. Cette sensation familière de déjà-vu était en train de s'accroître, encore et encore, lorsqu'elles remarquèrent les yeux jaunes qui reflétèrent la lumière de la nuit. Les yeux jaunes de Styles qui reflétèrent la lumière de la nuit, qui était impatient de pouvoir revenir à la lumière du jour, eh bien ces yeux qui reflétèrent la lumière de la nuit, qui étaient aussi scintillants que les lumières qu'il y avait autour de chaque tente blanche, eh bien étaient en train de s'accroître comme une sensation de déjà-vu. Lydia regardèrent ses yeux et lui demandèrent une nouvelle fois pourquoi il était un loup-garou. Il lui a tout simplement dit « Assieds-toi sur une chaise ». Elle s'est alors assise, et en face d'elle s'est installé Styles, qui toujours lui a raconté la même chose, que un soir, chez lui, dans sa chambre, il était en train de réfléchir à une enquête que son père menait, le shérif adjoint de Beacon Hills. Il était en train de réfléchir à une enquête que son père menait, tout seul. C'est alors qu'il a commencé à essayer de joindre bout à bout ce qu'il avait pu récolter de son côté. Ce que Styles, ce soir-là, avait bien pu récolter de son côté comme preuve qui pouvait être satisfaisante,
Comme preuve qui pouvait être satisfaisante ce soir-là, Styles, qui avait joint bout à bout, avec un fil rouge sur un panneau sur lesquels il y avait des photos de crimes et de meurtres sanglants, de cadavres cloués par terre, qui étaient recouverts de leur propre sang, de strangulation au cou, des corps par terre qui étaient cloués sur un sol froid, ou encore à l'intérieur d'un hangar abandonné, recouverts de sang, des strangulations au cou. Eh bien, toutes ces photos étaient mises les unes sur les autres, reliées entre des fils rouges, bout à bout. Ces photos étaient accrochées sur un panneau. Il réfléchissait ce soir-là. Scott était en bas et lançait des fenêtres Scott était en bas et à sa fenêtre lançait des cailloux pour pouvoir lui dire qu'il était en bas. C'est alors qu'il regardait à la fenêtre. Tout en ouvrant la fenêtre, il regarda par terre, en bas. Il vit Scott qui lui fit signe pour descendre. Il vit Scott qui lui fit signe de descendre. C'est alors que Styles laissa son tableau, laissa sa chambre et éteignit la lumière derrière lui, passa par la fenêtre et sauta une fois arrivé en face de Scott. Ils s'enfoncèrent dans la forêt. Scott se fit mordre tout d'abord, mais quelques semaines plus tard, il put remarquer que le changement de comportement de Styles devenait plus inquiétant, commençait à s'accroître, et devenait si familier que cette sensation de comportement qui changeait, qui était en train de s'accroître au niveau de Styles, paraissait si familier que Scott en a déduit qu'il était aussi loup-garou, mais qu'il allait le devenir seulement plus tard. Ils sont donc partis très souvent, régulièrement dans la forêt, pour pouvoir savoir autant être la proie que le prédateur, autant savoir voir pendant la nuit, autant savoir courir et laisser son empreinte. C'est alors qu'il lui a tout raconté, bout à bout, mot pour mot. Il lui a tout raconté, laissant derrière lui une trace de son territoire dans la maison de Lydia. Il revint alors au lycée le lendemain. Lydia embrassa Styles. Styles embrassa Lydia. Ils s'asseyèrent l'un à côté de l'autre, et Scott, Liam, Malia, Kira, Théo et tous les autres étaient venus s'asseoir à côté d'eux. Ce soir-là, Lydia en avait encore des visions récurrentes. Scott, lui, n'avait aucun souci avec ça. La seule chose qui le dérangeait encore chez Scott, c'était cette moitié de Styles qui n'avait pas disparu durant l'accident de la forêt, lorsqu'ils se sont tous les deux fait mordre, mais que seulement un trimestre plus tard, Styles l'a découvert dans les vestiaires des garçons, en enlevant son t-shirt à côté de Scott, remarquant qu'il avait une morsure sur la côte gauche de son corps, de son torse. Il en avait remarqué seulement plus tard. Un trimestre plus tard, il a commencé à savoir manier ses pouvoirs de loup et de loup-garou. Seulement un trimestre plus tard, il a commencé à savoir manier correctement ses manières de loup-garou, à savoir se contrôler à la pleine lune, ses yeux et son changement, le changement qu'il avait autour de lui, qui était poignant pour Scott et qui était poignant pour lui, a commencé à s'agréer et à devenir de plus en plus fort. Il a commencé à savoir le gérer, tel que ses yeux à la pleine lune qui devenaient plus puissants, tel que son comportement qui était plus puissant, tel que sa vue qui paraissait plus précise, tel que son comportement qui paraissait plus violent. Eh bien, il s'est adressé à Scott. Avec quelques trimestres et quelques années d'entraînement, il a su qu'il était un loup-garou, qu'il était un alpha, qu'il était un oméga, et que Scott était un alpha. Il l'a su, et avec de l'adresse, avec de la poigne, il a commencé à comprendre et à savoir faire. Lydia l'avait écouté, bout à bout, mot pour mot, jusqu'à la fin. Il lui a alors dit « Et j'ai donc conclu 7 semaines plus tard que j'étais un loup-garou. Je l'ai compris seulement 3 semaines plus tard, mais 7 semaines plus tard, j'en ai compris réellement que j'étais un loup-garou, car j'étais dans la forêt.
Scott l'avait aidé et les avait rejoints dans les couloirs du lycée pour en parler concrètement, car Styles ne se souvenait plus clairement de ce qui s'était passé cette nuit-là. Ils en ont parlé avec Lydia, avec Kira, avec Malia. Le jour suivant, quand Lydia arrive dans les couloirs, elle fait demi-tour et repart à grands pas, avec l'objectif d'aujourd'hui, rentrer chez soi. Mais comme tous les jours, une femme comme Lydia qui a des choses à faire, dans cet endroit, au lycée de Beacon Hills, dans les allées normales des couloirs, regarde partout autour d'elle. Une femme comme Lydia, qui a des choses à faire, regarde partout autour d'elle. Elle regarde les gens, les élèves, ainsi que Théo, qui l'espace d'un instant, passèrent à côté d'elle. Sur une journée normale, dans un couloir si prolongé et si long, elle marchait à grands pas. Elle avait des choses à faire, mais avant de repartir chez elle, elle marchait, et elle regardait les hommes, les gens, les casiers, et dans le couloir, elle regardait les profs, à travers les vitres, elle regardait les cours se dérouler, et les élèves passer à côté d'elle. L'espace d'un instant, Théo, qui était passé à côté d'elle, l'arrêta, et discuta avec elle, en lui demandant ce qu'elle avait trouvé dans les bois, ce qu'elle avait vu lors de la fête. Elle ne répondit rien, elle regardait Théo, Théo qui était parti, et la jeune femme qu'elle était, Lydia, partie. Dans le couloir, on put apercevoir sa jupe noire tout au fond. Ainsi que ses baskets blanches, chaussures qui marchaient à grands pas. Ces chaussures qui marchaient à grands pas, on put la voir avec des chaussures blanches, des baskets à talons compensés blancs, une jupe noire et des bas gris, ainsi qu'un long t-shirt collant V rouge. Elle avançait dans les couloirs, ses cours à la main. D'un air normal, elle apprivoisait les personnes qui passaient à côté d'elle. Tout en restant à côté d'elle, elle apprivoisait les personnes qui passèrent. Les élèves, ainsi que les personnes telles que les profs. Elle fouillait à travers les fentes qu'il y avait entre les portes. Entre les portes, elle fouillait à travers les fentes. Elle regardait si les classes étaient occupées ou non. Mais avant de repartir chez elle, quand elle arrivait dans les couloirs, dans les longs couloirs de l'école, avant de repartir chez elle, elle fit demi-tour et elle partit voir, encore une fois, elle partit voir Styles. L'objectif de sa journée ne s'acharnèrent pas sur rentrer chez elle, mais dire au revoir à Styles pour pouvoir l'embrasser une dernière fois, après tout ce qui s'est passé. C'est alors que dans les couloirs normaux de ce qu'on pouvait appeler être leur lycée, elle regardait les gens, leurs sacs à dos. Elle entendait le bruit de ses baskets contre le sol. Elle marchait, et elle regardait tout autour d'elle. Tout autour d'elle, il y avait la notoriété du lycée. Elle apprivoisait chaque regard, chaque pas et chaque personne qui passait à côté d'elle. Elle regardait, et elle marchait au milieu du couloir, comme si elle était dangereuse et que personne ne voulait la voir. Comme si elle était dangereuse, qu'elle était agressive et révélatrice. Comme dangereuse, révélatrice et agressive, elle marchait au milieu des couloirs. Tout le monde lui laissait un rang de passage au milieu des couloirs, la regardait marcher et entendait ses grands pas, arriver du bout du couloir jusqu'au fond de la pièce. Elle marchait à grands pas, on pouvait entendre ses talons contre le sol, on l'entendait arriver et on entendait ses grands pas arriver du fond de la pièce jusqu'au bout du couloir. Tout le monde la regardait, une véritable diva. Une véritable diva qui marchait dans un couloir, du fond de la pièce jusqu'au fond d'un autre couloir. Tout le monde faisait en sorte de forger une grande rangée vide par laquelle elle passait avec son sac à dos autour de son épaule. Tout le monde, tous les élèves, se mettaient sur le côté, formant une rangée vide au milieu du couloir par laquelle elle passait. Elle apprivoisait chaque regard, chaque personne qui la regardait ou qui lui tournait le dos.
Elle apprivoisait chaque personne, et elle marchait le long de cette rangée qui avait été formée par les élèves dans le couloir. Elle avançait, et plus elle avançait, plus les personnes accomplissaient un regard qui la regardait partir. De près ou de loin, on pouvait la voir. Ils étaient tous perdus à l'idée de voir Lydia, aussi réactive, aussi agressive et aussi prévoyante par rapport à ce qu'elle allait faire. Je suis presque sûr que ce que je ne voyais, ce jour-là, lorsque Théo était à son casier, il est presque sûr, m'a-t-il dit, ce qu'il a dit à haute voix, sans gêne, devant Lydia. Je suis presque sûr qu'il y a quelque chose de pas normal. C'est alors que Lydia lui sourit, pencha la tête et repartit dans les couloirs. Presque sûre qu'il y avait tout de normal, elle regarda Théo, elle lui fit un geste de la main, reprit ses cours et repartit au fond du couloir. Sans même faire un geste à personne, elle regardait les personnes marcher. Elle vit un couple d'élèves. Elle vit un couple d'élèves assis sur le bas-côté d'un escalier. Elle les regarda attentivement, et avec un air bonne copine, elle se posa à côté d'eux. Doucement, elle lâcha ces mots. Doucement, elle lâcha ces mots, les uns après les autres. Vous êtes sûr que tout va bien? Je vous vois sur le côté comme s'il y avait quelque chose de dérangeant. Elle lâcha ces mots, les uns après les autres, comme si elle voulait faire ami-ami avec des personnes qu'elle ne connaissait même pas. Peut-être que ces personnes étaient déjà devenues des copains, ou pas, personne ne le savait. Mais Styles, qui était dans le vestiaire des garçons, rien que par les battements de son cœur, tout au long du cours dans lequel elle était actuellement, Styles, dans le vestiaire en train d'enlever son t-shirt, de l'ôter et de le jeter par terre, put sentir les battements du cœur de Lydia. Il y avait réellement quelque chose qui se tramait, mais personne ne savait réellement quoi. Elle était préoccupée, elle avait envie de voir Styles et de lui dire au revoir. C'est alors qu'en préparation, en cours, Styles put entendre ses battements de cœur. Plus vite qu'une ombre, ils passèrent les uns après les autres. Quant à ça, lorsque c'est passé et qu'il n'a plus entendu de battements de cœur, il a entendu une forte respiration. Il s'est alors étalé par terre. Il a regardé en dessous des casiers, en dessous des bancs, car il pensait qu'elle était réellement déjà dans le vestiaire. Mais ni rien ni personne. Il se releva, bien avant que Scott lui ait dit « Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ?» Il se releva et regarda Scott. Il regarda Scott, qui lui avait demandé ce qu'il faisait. Et il lui a dit « Je suis presque persuadé qu'il y a quelqu'un qui va nous rejoindre. » 5 minutes après être passé par son club, le club qu'elle avait organisé pour pouvoir fonder une association qui rendrait peut-être la protection des loups-garous un peu plus sûre, elle avait fondé un club, sachant que son copain, son petit ami, était un loup-garou, que l'ami de son petit ami était un alpha, que l'un des amis de Styles et de Scott était un alpha lui aussi, un mercenaire un peu seul, qui se promenait ou qui passait de temps à autre dans la forêt. Il était un mercenaire. Je parle évidemment bien de Derek. C'est alors que Scott, tout comme Styles, tout comme Derek, tout comme tous les autres ainsi que Malia qui est une coyote-garou, eh bien, tout comme Malia qui est une coyote-garou, tout comme Derek qui est un loup-garou, tout comme Styles qui en est un, Lydia avait formé un club de protection des loups-garous, des coyotes-garous, des chimères et d'autres créatures surnaturelles. Elle en avait formé un club avec Allison, qui elle-même venait tous les jours voir si tout allait bien. Les préparations pour bientôt, car bientôt Lydia et Allison allaient sortir seule à seule dans la forêt pour pouvoir préparer avec précaution, de manière anonyme
de manière subtile, de manière anonyme et de manière subtile, pour pouvoir préparer avec précaution, minutieusement chaque détail, la protection des loups-garous, des chimères, ainsi que même des coyotes-garous. Les coyotes-garous, les chimères, les loups-garous. La précaution était subtilement préparée à la lettre, mot pour mot. Sur feuille, tout avait été mis sur synthèse. Lydia et Allison étaient partis. Lydia était partie et Allison était partie. Allison qui était venue avec son arc, qui avait rejoint Lydia sous un arbre, tout à côté de Aikenhouse, dans la forêt. Elle l'avait rejoint sous un arbre, avec son arc qu'elle avait chargé, dégainant une flèche et puis l'autre. Elle protégeait les loups, avec Lydia qui, elle, avec son don, maintenait la distance entre le lycée, Aikenhouse, la forêt, et les profondeurs de la forêt, les ombres. Elle maintenait la distance entre les deux mondes. Elle maintenait la distance, en sachant qu'elles resteront dans le même monde, tout en s'enfonçant dans les ombres de la forêt. Et bien, tout en sachant cela, elle maintenait la distance. Grâce à son don, elle savait savoir, à n'importe quel moment, quand est-ce qu'elles étaient trop éloignées. Elle savait savoir à n'importe quel moment quand est-ce qu'elles étaient trop éloignées. C'est alors que dans la forêt, elles protégèrent pendant quelques années, quelques mois, ou même quelques heures. Mais chaque jour, elles revenaient avec précaution, minutieusement, elles revenaient avec précaution. Cela avait duré pas une année, pas un mois, mais 1 an et un semestre. Elles revenaient avec précaution, encore et encore, et un jour, il est arrivé que Styles l'apprenne. Il a voulu savoir ce que c'était ce club. Lydia lui a raconté que c'était pour protéger les coyotes-garous tels que Malia, ainsi que les loups-garous tels que toi, Styles, et tels que toi, Scott, ainsi même que Derek les alphas, les mercenaires et ceux qui sont solitaires. C'est pour les protéger. Il voulait la certification d'Allison. Allison lui a dit que c'était vrai, c'était certifié. Ils avaient créé un groupe pour pouvoir protéger les mercenaires, les solitaires, les loups-garous, les coyotes-garous et les chimères. Toutes les bestioles qui ont été génétiquement modifiées. Toutes celles qui ont une ADN génétiquement modifié, telles que les chimères, les coyotes-garous ou encore ceux qui ont eu un accident, qui ne peuvent pas se protéger seuls ou qui sont seuls dans la forêt, tels que les omégas. Eh bien, c'est pour les protéger qu'elles partent seules. Chaque jour, à la grille de Aikenhouse, elles partent et elles s'enfoncent dans la forêt de plus en plus, espérant trouver un loup en détresse qu'elles pourraient bel et bien protéger, ou encore un chasseur qui voudrait s'en prendre à un oméga solitaire. Styles, lui, regardait dans les yeux de Lydia. Lydia lui avait tout expliqué mot pour mot, lettre pour lettre, lui avait montré la synthèse qu'elle avait écrite en cours, et lui avait dit que c'était bel et bien pour ça, que des fois elle passait même par le Néméton pour voir si des êtres surnaturels n'avaient pas refait surface, car depuis il avait été condamné. Styles a juste répondu, aucun mot, il n'a rien répondu. Il avait voulu répondre quelque chose, mais sur l'instant Styles ne savait pas quoi dire à Lydia. Il avait voulu répondre quelque chose, mais l'air normal, je ne suis réellement pas sûr qu'il a su s'exprimer. Lydia l'avait regardé et lui a dit alors « T'es sûr que tout va bien ?» Styles lui a juste répondu en l'embrassant. Un long baiser, lèvre sur lèvre, lèvre sur lèvre, les lèvres contre les lèvres de Lydia, ses lèvres contre les siennes. Sa joue qui parcourait la sienne, la main de Lydia contre sa joue à lui, le long de son œil et de son arcade sourcilière, la main de Lydia dans les cheveux de Styles qui passèrent ses mains sur les côtes de Lydia. Lèvres contre lèvres, ils s'embrassèrent. C'était sa seule réponse. Il n'avait rien d'autre à répondre. Il ne savait pas quoi dire, ni même véritablement quoi penser. Lydia, après lui avoir demandé « T'es sûr que ça va ?» Il n'a eu qu'un seul réflexe, l'embrasser.
et puis se redresser, relâcher ses lèvres contre celles de Lydia. Allison les avait regardées. Scott était juste arrivé à ce moment-là. Ensuite, plus tard, sur le terrain, seulement plus tard, les éclairages s'ouvrirent au côté gauche, au côté droit, au côté gauche arrière, au côté droit arrière. Tout le terrain était éclairé par les spots. Il y avait le coach qui était assis sur les gradins avec son sifflet et qui n'attendait que Styles et Scott, tandis que les filles, Kira, Malia, Allison et Lydia, étaient sur les gradins et regardaient. Avait-il parlé à la police? Avait-il demandé ce qui s'était passé? Styles, ne prenant pas au sérieux tout ce qui s'est passé, demanda pourquoi, après avoir rejoint Scott chez lui. Étant passé par la fenêtre, il lui demanda, et il ne répondit que « Je ne sais pas ». Scott, lui, en avait appris plus sur le cadavre. Le cadavre avait été recouvert de sang, retrouvé brûlé, par terre cloué au sol. Brûlé signifie qu'il a été calciné, brûlé, qu'il est passé sous les flammes. C'est alors que Scott, tout comme sa mère qui est infirmière, lors de l'autopsie, a découvert un tissu qui s'était introduit dans les tissus musculaires. Un tissu qui s'était introduit sous la peau, dans les tissus musculaires. Elle découvrit alors ce morceau de tissu, qu'elle retira de son corps, faisant apparemment partie d'une chemise et d'un survêtement de police, et d'une chemise de shérif. On en a retrouvé l'ADN de Jordan Parrish, ainsi que son survêtement de police déchiré, mis sur le bas-côté dans un coin, entre les racines d'un arbre. Dans l'obscurité, un cadavre cloué au sol. On y a découvert son sang, son ADN, mais ce n'est pas pour autant que ce soit lui qui a calciné le cadavre, qui lui a tranché la jugulaire, et qui lui a lacéré le cou. Ce n'est pas pour autant que ce soit le chien de l'enfer, ou Jordan, qui en ait perdu le contrôle. Personne ne sait encore ce qui est arrivé. Seulement, certaines personnes commencent à croire que Jordan Parrish pourrait peut-être en être le coupable. Certaines personnes commencent à croire que Jordan pourrait en être le coupable. Mais comment un lieutenant de police, aussi calme et aussi dévoué à la loi de Beacon Hills, aurait-il pu s'en prendre à une personne dont il ne connaît l'identité? Comment? Puis ça ne pourrait pas être lui, car la chose qui a pris la fuite, la chose que Scott a vue dans la forêt avec Styles, était une ombre noire aux yeux rouges et ne portait pas de survêtement de police. Seulement un bout de tissu dans ses crocs. Cette chose portait un bout de tissu dans ses crocs. C'est alors que plus tard, Styles appliqua une seconde déduction. Il dit alors, si cette chose qu'on a vue ce soir-là portait un tissu entre ses crocs, avait du sang sur ses dents, et que la dent qu'on a retrouvée dans son cou n'en a pas, que le tissu qu'on a retrouvé par terre est celui de Jordan Parrish. Jordan a bien pu se transformer en un chien de l'enfer pour pouvoir combattre cette chose qui par la suite a pris la fuite et s'en est pris à un autre policier que lui. Seulement ce sont ses empreintes, car la bête qu'on a vue ce soir-là, cette bestiole noire, surnaturelle, cette créature aux yeux rouges et aux dents acérées et tranchantes, portait bel et bien dans sa main un tissu, un bout de chair et une chemise de police, ainsi qu'un insigne sur lequel il était inscrit « Shérif du comté de Beacon Hills ». Peut-être bien que c'était lui.
Mais seulement plus tard, après avoir affirmé que ça pourrait peut-être être en lien avec le chien de l'enfer, ou pas, Styles découvrit seulement plus tard, en rentrant au poste, après avoir été appelé par son père, il découvrit plus tard que l'un des policiers n'était plus là, l'une des policières non plus. C'était peut-être bel et bien le t-shirt, la chemise ou le bout de tissu que cette bête féroce aux yeux rouges avait en bouche, qui pouvait appartenir au policier qui a disparu. Ce pourrait peut-être être son corps, mais tant bien que mal, le jour suivant, c'est alors que Scott était sur le terrain. Le coach cria haut et fort: « Ouais, c'est bien, ça c'est mon fils !» C'est alors qu'il cria haut et fort: « C'est bien, ça c'est mon fils, continue à jouer comme ça c'est un bon tireur !» De l'autre côté, il y avait, assis sur le banc, Malia, Lydia et Styles. Lorsque Styles entendit la remarque du coach, qui commençait à crier haut et fort: « Ouais, ça c'est bien tiré, allez, ouais, il commençait à s'exclamer haut et fort que c'était bien tiré, que c'était un bon coup, que c'était fait avec de la franchise, que sans réfléchir, il avait marqué un but. Fait avec de la franchise, haut et fort, il cria: « Ouais, ça c'est un bon coup, allez vas-y, tire, tire !» Criant haut et fort qu'il avait tiré un bon coup, un coup franc et qu'il avait marqué un but, le considérant comme son fils. C'est alors que Styles, assis à côté de Lydia, répondit tout simplement: « Et moi ?» Le coach se retourna et dit tout simplement: « Oui, mais lui je me considère comme mon fils, mais bon, toi, t'es sur les terrains, quoi. » Styles réfléchit pendant une minute, se tourna vers Lydia, qui le regarda seulement pendant quelques minutes, et continua à entendre le coach crier: « Ouais, allez-y, tirez plus fort d'un coup franc sans réfléchir. Oui, ça c'est bien, toi je te considère comme mon fils. Ouais !» Il entendait le coach. Ils levèrent les yeux au ciel, ils soupirèrent encore une fois. Ils levèrent les yeux au ciel et soupirèrent une dernière fois. Lydia regarda Styles, mit sa main sur son épaule droite, l'embrassèrent et lui dit que c'était pas grave, que peu importe la prochaine fois qu'il sera sur le terrain, peut-être qu'il aura droit aux mêmes encouragements. Il répondit alors une dernière fois, après les mêmes encouragements successifs, il répondit: « Et moi ?» Lydia se mit à l'embrasser. Malia, sur le côté, fit un petit commentaire, tout léger: « Enfin, tu l'as fait taire. » Scott, lui, se tourna, déposa la crosse par terre. Il se tourna, il soupira, il enleva son casque qu'il tenait sur le côté et vint à les rejoindre dans les gradins.